want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 119 du Fly Podcast Fly. Nos fesses sont encore rouges des maillots des Buccaneers. On s'est fait exploser ce week-end. Il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, on va reparler des Saints aussi, puisqu'on n'a pas pu faire de podcast la semaine dernière. Et on va aller en bail sereinement après cette incroyable performance. Et pour débriefer ça, j'ai avec moi la crème de la crème, Monsieur Grégory Hacher, qui est en très grande forme. Bonjour Grégory. Bonjour Victor, bonjour François, bonjour la France des Eagles. Road to Super Bowl, le plan ne change pas, mesdames, messieurs. Road to Super Bowl, ça, on ne sait pas quelle équipe ira, mais il y en a deux qui iront Road to Super Bowl. Et Eagles. avec nous, évidemment, Eagles CFR, François qui est avec nous. Salut François. Salut Victor, salut Greg, salut à tous et Road to Fire Sirianni. Exactement. Alors messieurs, on a deux matchs à débriefer. Forcément, le dernier va vampiriser un peu ce podcast, mais on va en parler. Donc, en troisième semaine, face aux Saints, la meilleure attaque de la Ligue à ce moment-là, on a eu une victoire un peu surprise, 15-12, dans un match qu'on a ultra dominé, mais où on s'est fait peur parce que notamment on a perdu 2 ballons et qu'on n'en a pas récupéré. On a l'impression de dire ça toutes les semaines. Je vous rassure, ça fait 13 matchs exactement qu'on perd la bataille des turnovers. 13 matchs d'affilée, messieurs. Et oui, c'est historique. Donc voilà, cette victoire notamment parce que Saquon Barkley est extraordinaire. Cette victoire parce que la défense a tenu quand il fallait, parce que la ligne défensive a réalisé un match historique après 2 piètres performances. On était donc dans des bonnes dispositions au moment de se déplacer à Tampa Bay. Et comment dirais-je, 24-0, voilà. La boulette. 24-0 en 18 minutes. Merci à tous. Presque par miracle, on revient à 14 points. On a le ballon en troisième quart-temps. On se dit, on peut faire quelque chose. Fumble de Jalen Hurts. Et évidemment, à partir de ce moment-là, le match était perdu. Je vais commencer par l'éléphant dans la pièce pour faire un anglicisme un peu, mais il faut en parler. Nick Sirianni. Avant le début de la saison, on a dit les clés d'attaque, c'est pour Kellen Moore. Les clés de la défense, c'est pour Nick Fangio. Nick Sirianni, il a une mission, c'est réparer ce groupe qui s'est brisé en fin de saison dernière. François, le groupe n'a jamais paru autant brisé. Évidemment, on adore en dehors du terrain Garner Johnson, couvre sa gueule tous les 2 jours. C'est qui fait un podcast avec Micah Parsons pour se foutre de la gueule de CJ Garner Johnson après avoir rappelé son palmarès sur Twitter. Bref, François, ce groupe, il est toujours aussi cassé, même plus cassé qu'il ne l'a été l'année dernière. Est-ce qu'il y a encore une seule raison de maintenir Nick Sirianni à son poste? Alors, vu le truc dans lequel tu m'emmènes, je te dirais, je ne sais pas si le groupe est plus cassé que l'année dernière, honnêtement, parce que l'année dernière, il faut quand même se rappeler qu'on était quand même tombé méchamment bas, notamment dans l'état d'esprit de groupe, notamment sur les 2 côtés du ballon. Là, j'en suis pas à ce niveau-là, et en même temps, on n'est que 4 semaines dans la saison. Si on était dans le même état d'esprit sur la fin de saison qu'après 4 semaines, j'aurais aucune retenue, et je pense que personne n'aurait aucune retenue. On n'en est pas là. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on en prend le chemin. On en prend le chemin parce que tu l'as dit, pour moi, le rôle de Sirianni, d'autant plus avec un mec costaud comme Kellen Moore, autant l'année dernière, on pouvait dire qu'il n'avait pas confiance en Ben Johnson, mais là, tu as Kellen Moore. Le rôle de Sirianni. Brian Johnson. On aimerait avoir Ben Johnson. Parce que Ben Johnson, laisse-le là où il purge ses stéroïdes tranquille. Non, mais c'est l'état d'esprit. Le rôle de Sirianni, c'est la préparation. Et tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, tu parlais. Ça fait
ça fait 6 matchs qu'on ne marque pas sur les premiers cartons. Voilà. Enfin, s'il n'y a pas un truc qui est clé dans un head coach, c'est de s'assurer que ses coordinateurs préparent bien le début du match. Bah oui, c'est pas à lui de le préparer parce qu'il a Vic Fangio et Kellen Moore, mais c'est à lui de faire en sorte que ces gars soient prêts. C'est à lui de faire en sorte que les joueurs soient prêts mentalement. Non, mais pardon, oui. mais non, mais là, c'est la faute. À quel moment c'est la faute de Nick Sirianni Ok. si Jalen Hurts n'est pas foutu d'envoyer une balle dans les mains de Saquon Barkley qui doit nous permettre de mener 7-0 dans ce match-là? À quel moment c'est la faute de Sirianni Alors, si quel est le on rôle, fait des quel est le fumbles rôle, Non, mais à un moment, quel est moi le je veux rôle bien, de- mais c'est quel les est- mecs qui sont sur le terrain. Quel est le C'est rôle bien de- préparé, c'est que les gars exécutent mal. Pardon, hein. Quel est le rôle de Nick Sirianni, Greg? Le rôle de Nick Sirianni, c'est une chose, mais ton point sur le fait qu'on ne marque pas dans 6 premiers cartons, et pourtant vous connaissez mon amour et qui est toujours le même pour Jalen Hurts, parce que même s'il me gonfle régulièrement, je le vois faire des choses que j'aime, d'autres évidemment qui me pénalisent et qui pénalisent les équipes et donc qui pénalisent votre jugement sur Sirianni. Mais pardon, Victor, je suis désolé, le groupe n'est pas aussi cassé que l'an dernier. Ça, c'est toi qui affabule, qui le rêve, qui l'espère pour virer l'Italiano. Donc ça, c'est pas bien. Là, voilà, c'est pas bien, Monsieur Rouillet. Deuxième chose, c'est quand même pas la faute des gars si ils sont incapables sur le terrain d'être sérieux 2 secondes. Donc pour moi, les principaux responsables, mais ce sont les joueurs de A à fucking Z. Et après qu'il y a des choses à dire sur le coaching, sur tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais enfin, pardon. Qui fait de la merde en défense là? Qui se fait ouvrir par. On a l'impression on retrouve le numéro 1 de la draft qui aurait dû être MVP 15 fois. C'est notre bête noire. Balls, il fait ce qu'il veut de nous. Et je suis désolé, ça ne défend pas. Et je termine parce que là, je m'emporte dès le début. Là, vous allez me provoquer un AVC dans le podcast. Mais excusez-moi, mais Victor disait, Fangio vient d'arriver, il faudra du temps pour remettre en place et accepter de prendre certaines valises. Et donc maintenant, il faut virer tout le monde. Bah non, c'est pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent, messieurs. Voilà. Je suis plus patient avec la défense qu'avec l'attaque, personnellement. Je pense que quant à l'attaque qu'on a, on est censé faire mieux. Après, voilà, moi je veux dire. Cible. Il y a un truc qui me dérange aussi, mais alors ça, le problème, c'est qu'on en entend de toutes et qu'on n'en sait rien, c'est que Sirianni sera encore beaucoup dans les pattes de Moore en lui disant quoi faire. À voir, ça, je vais pas m'engager parce que la réalité, c'est que à moins d'être dans le vestiaire, tu ne sauras pas vraiment. Franchement, tant qu'on n'a pas de preuves, moi, je ne vais pas là-dessus. Non, mais je suis d'accord. Je sais bien que c'est un podcast de passionnés. Et alors, par exemple, non, mais je suis d'accord avec toi. Dans mes émissions de sport, je n'irai pas du tout sur ça. C'est certain. Là, on peut se permettre, on s'en fout, on n'a pas un enjeu, j'allais dire, journalistique majeur, vous voyez, avec des risques de diffamation ou ce que tu veux. Mais moi, je ne l'ai pas lu, ça. Hein. Enfin, je n'ai pas de preuves. Non, je suis d'accord. Greg et Victor, je pense que le sujet, pourquoi on a envie de parler de ça, et parce qu'en fait, je reviens à ta question. C'est quoi le rôle de Nick Sirianni? Parce que s'il n'aide pas Kellen Moore, alors que c'est un coach à l'origine offensif, on a un problème. S'il aide Kellen Moore, on a un problème. On se dit, son rôle, c'est un rôle de CEO. Je reviens sur le sujet. Hein. C'est un rôle. On s'attend à quoi de Nick Sirianni? On s'attend qu'il donne un état d'esprit. Je suis d'accord avec toi, Greg, que c'est les joueurs qui déconnent. Je suis d'accord que c'est les joueurs qui n'exécutent pas. Mais justement, il y a un moment, et enfin, c'est comme partout, il y a un moment, la responsabilité de l'état d'esprit, elle vient du mec qui gère tout. Et s'il a bien un rôle, Nick Sirianni, et c'est aussi pour ça qu'on l'aimait bien il n'y a pas si longtemps, on aimait bien Nick Sirianni parce qu'il mettait un d'état d'esprit à l'équipe. Là, cet état d'esprit, on ne l'a pas, parce que les joueurs, ils savent exécuter, tous individuellement quasiment, on les a vus exécuter. Donc oui, je suis comme Victor, sur la défense, j'ai des doutes, mais je me dirais, bon, soit on digère. Mais c'est plus global que ça. C'est pareil. J'ai plus de doutes sur la défense que sur l'attaque. Hein. Là, on ne sera pas d'accord. Oui, mais l'attaque est censée nous porter. La défense, mais tu joues sans tes deux joueurs qui sont quasiment all-pro. Et ben dans ce cas-là, tu donnes des portées à Saquon Barkley. Si vraiment c'est ça le problème. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, sur les 2 premiers drives, tu ne donnes absolument pas le ballon à Saquon Barkley si tu considères que tu peux pas lancer la balle? Non, mais qu'il ait fait des erreurs. Attention, je ne suis pas en train de l'absoudre de tout. Je ne suis pas en train de m'opposer frontalement en disant que vous dites n'importe quoi. La réponse à cette question, je ne l'ai pas et je partage ce coup de gueule. Je n'ai pas de débat. Je ne suis pas content non plus. Est-ce que c'est sa faute si, alors qu'on était les premiers à dire What, Dodson, wide receiver 3, il est nul. Il est incapable de faire. Enfin, il est nul, j'en sais rien. Où est-ce que vous l'avez vu se démarquer? À quel moment il a pris la place de leader de Est-ce qu'il est nul ou est-ce que Hurts lui envoie pas la balle? Bah, franchement, moi j'ai regardé les coachs, les versions coach et tout.
Il en a raté quelques-unes, mais souvent il y a peu de cibles. Et quand ta deuxième cible, c'est Wilson, et la preuve, c'est quand c'est Goddard, ça marche. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème il y a aucune équipe au monde. Ça va être le point positif et après on va continuer à défoncer. Je pense qu'il n'y a aucune équipe au monde, quel que soit le sport, et Dieu sait si j'ai ces débats-là en disant est-ce que cette équipe est dépendante d'un tel ou un tel, qui peut jouer sans ses meilleurs joueurs. Donc tu n'as pas tes 2 meilleurs joueurs, tu n'as pas ton meilleur joueur sur la ligne, et tu as des mecs qui déconnent, notamment ton leader d'attaque, ton QB, c'est quand même compliqué de gagner. Oui, je suis d'accord, mais alors justement, on va y venir. Allons-y tout de suite, globalement. Donc, imaginons que ce ne soit pas le problème de Sirianni. Non, mais j'ai pas dit ça. Non. Ne commence pas. Pardon. Donc, essayons de trouver d'autres responsables qui expliquent eux aussi une certaine défaillance globale. Jalen Hurts. Donc là, c'est quand même, il faut en parler à un moment. Bien sûr. François, Jalen Hurts, encore une fois dans ce match, incapable de faire de différence. Et globalement, je suis désolé, mais dans le match des Saints, incapable de faire des différences aussi. Parce que ce qui nous relance, c'est la grosse course de Barkley. Alors oui, il a un bon drive derrière, mais enfin bon, on ne paye pas 50 millions pour que tu aies un bon drive dans un match, qu'on soit clair. Et 3 ballons perdus sur les 2 derniers matchs encore. Là, c'est simple, depuis le début de la saison, on est quasiment à 2 ballons perdus par match. Non, mais Jameis Winston sort de ce corps. Non, parce que Jameis, il mettait des touchdowns. Jameis, il avait 4 interceptions, mais il avait 4 touchdowns. Ah non, mais oui. Pareil, statistiquement, il est au même niveau. Il a plus de touchdowns que d'interceptions, arrête d'être malhonnête. Non, mais il a les fumbles aussi. Bien sûr. J'aime pas son début de saison. Non, mais moi, il y a 2 choses qui me gênent sur Jalen Hurts. Tu l'as un peu dit sur le fait que déjà le match d'avant, il n'avait pas fait grand-chose. Au final, c'est lequel le dernier gros éclat auquel on pense? Moi, je pense à la passe de touchdown pour Barkley, premier match. Pour moi, son dernier grand match, c'est des Bills l'année dernière. Ouais, mais sans même parler d'un match complet. D'une action, oui, c'est la première semaine dans ce cas-là. Oui. Donc après, on l'a retrouvé sur des runs en deuxième semaine. On le voit par moment. Contre les Saints, par moment, on le voit être précis, on le voit prendre les bonnes décisions. Et c'est là où je vais revenir. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Hurts, il n'est pas au niveau auquel on l'attend, il n'est pas au niveau auquel il doit être par rapport à ce qu'il est payé. Et puis moi, il y a un truc, et ça fait la transition sur le sujet d'avant. L'air de rien, la relation Sirianni-Hurts, on n'en sait rien sur ce qu'il y a vraiment. Ça, on ne va pas polémiquer sur ce qu'on ne sait pas. Par contre, Hurts, en conférence de presse, sur la question qui dit comment vous allez faire tous les deux pour régler les problèmes et quel est le message que vous allez délivrer à l'équipe, qui répond « We have our moments », on a nos moments. Tu vois, il y a un moment, Greg, tu dis que, tu vois, si on adore Hurts qui envoie juste le message, honnêtement, il n'y a rien de mieux comme message pour dire mais virez-le-moi, quoi. Et non seulement c'est pas cool pour Sirianni, et d'un point de vue leader de Hurts, non, c'est pas la première qu'il fait, et ça me fait chier parce que jusque-là, j'étais à le défendre là-dessus, quoi. Moi, je sais pas si j'irai jusque-là. Moi, je suis déçu parce que je trouve que physiquement, je trouve qu'il est lent, comme il n'a jamais été lent depuis qu'il est en NFL. Je ne ferai pas le parallèle avec Mbappé, qui est rarement aussi lent parce qu'il a pris du muscle, mais moi, je trouve que sans doute en prenant du muscle, il est devenu plus lent. Je pense qu'il a une peur bleue de se blesser quand on voit des QB qui ont loupé des saisons, ce qui fait qu'en fait, certaines courses, il va plus trop au contact, il a quelques mauvais souvenirs, il glisse pas toujours très bien, et au lieu d'aller chercher 5-6 yards, il en prend 3-4 par exemple, et qu'il y a pas mal de jeux de Moore qui lui permettent d'être la première option à la course, et je trouve que c'est pas très efficace. Avant, il était capable de percer et d'aller même chercher des premières tentatives. Mine de rien, c'était une menace supplémentaire. Il a toujours quelques stats, il y a encore un peu de touche-push, mais franchement, moi, ce qui m'embête physiquement, c'est que je le trouve très long, et je trouve même qu'il est lent, parce que Loïc, par exemple, réclamait qu'il reste dans sa poche. Bon, là, le pauvre, il a pris vraiment, mais franchement, il s'est fait partouzer là, contre les Buccaneers. Il était au milieu, c'était vraiment pas agréable, et je suis content qu'il ne soit pas blessé. Donc moi, c'est la première chose, c'est que je me pose la question,
sur la prise de masse qui impacte sur son jeu. Ça, c'est une vraie question que je me pose, physiologique. Et je sais d'expérience de footballeur, évidemment, plus que de footballeur américain, que l'explosivité, quand tu la perds, bah, papa, tu la retrouves pas. Et ça m'emmerde. On appelle ça syndrome Mbappé. Bah ouais, la deuxième chose, pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure, la deuxième chose, et c'est embêtant parce que c'est une partie de son jeu quand même, hein. La deuxième chose, c'est que il a quand même de temps en temps les fils qui se touchent. Ça, pour moi, il les aura toujours. Voilà, 4e saison terminée. Il aura toujours les fils qui se touchent. Il fera toujours 10 interceptions en espérant que ce soit pas plus par an. Par moment, il verra pas. OK, ça, j'accepte. Mais je trouve qu'il a moins de précision, alors que l'an dernier, dans le début de saison, il avait trouvé une précision qu'il n'avait jamais eue avant. Et ça, c'est deux choses qui m'alertent un peu. Voilà. Moi, je trouve qu'il est touché par le syndrome Carson Wentz, c'est-à-dire au sens où, alors, les situations ne sont pas exactement similaires, mais d'accord. Mais Carson Wentz, en 2017, il avait peur de rien, il s'échappait de situations. Alors, d'une autre manière, pas de la même manière que Hurts, oui, mais il s'échappait dans la poche de situations incroyables pour aller faire les plays et tout. Et en 2020, il jouait la peur au ventre à chaque snap. Et j'ai l'impression que Jalen Hurts, c'est un peu pareil. En 2022, je ne crois pas que ce soit la peur. Moi, je pense que c'est… Regarde, pourtant, je l'aime. Hein. Je pense qu'il paye ce qu'il croit être et qu'il n'est pas encore. Je fais court. J'ai souvent vanté son body language de confiance, de leader, taper dans les mains, je reste droit, je regarde, OK, my bad, tout ça. Ouais, mais il y a un moment, il faut faire les actions quand même, pas que se contenter de faire comme si on avait fait l'action. Et ce qui m'embête plus, c'est que c'est pas de la peur de prendre forcément un coup, c'est que j'ai peur que ça masque un niveau qui n'est pas le top en ce moment. Et question juste en 2 secondes, mais il y a ces rumeurs que François a évoquées qu'il y aurait des tensions assez énormes entre Sirianni et Hurts depuis l'année dernière. Imaginons que ça soit fondé, d'accord? Tu es general manager. Tu sais qu'il y a des tensions entre Sirianni et Hurts. Est-ce que, je reboucle, hein, mais est-ce que tu n'as pas du coup intérêt à virer Sirianni en se disant, bah, foutu pour foutu, on va essayer de sauver Hurts? Parce que lui, il a encore 200 millions de contrats. À 200 millions, il n'y a pas de débat. Enfin, François va répondre, mais entre le contrat de Sirianni et le contrat de Hurts, je veux dire, pardon, mais ce sport-là, ne nous fais pas injure de répondre à cette question. Toi-même, tu le sais. Non, mais on aurait, en fait, l'autre manière de répondre, c'est on aurait un head coach qui serait auréolé avec une image, j'allais dire, tellement forte. On aurait un Bill Belichick, un Tomlin, tu vois, un mec où tu dis, non, mais de toutes les façons, on ne va pas le lâcher lui. Bah, même s'il est à 200 millions, tu dirais, écoute, de toutes les façons, on a confiance en le head coach. Et là, on revient au début de la discussion. Je reviens à ce qui est chiant, c'est au fond la balance avec Nick Sirianni et pourquoi je ne suis pas à l'aise sur le sujet. Et si vous vous souvenez dans les discussions qu'on a pu avoir dans les discussions sur Twitter, j'étais le premier à défendre Sirianni l'année dernière. Hein. En tout cas, à dire que c'était le dernier, c'était vraiment pas l'option de le virer. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'il apporte par rapport à qu'est-ce qu'il crée comme emmerde. Et honnêtement, je trouve ça assez malsain que notre Francis quarterback balance des scuds comme ça en conférence de presse, en tout cas des semi-scuds comme ça, parce que ça le vaut. Mais il y a un moment, si en effet on a atteint un point de non-retour, c'est un argument sur lequel il vaut mieux tirer plus tôt que plus tard, quoi. Parce que si de toute façon c'est là où on va, autant y aller. Après, pour répondre à la question initiale, moi, j'aimerais bien, quand tu vois un head coach payer ce qu'il est payé et un quarterback payer ce qu'il est payé, qu'ils se foutent dans une pièce et qu'ils arrivent à trouver comment bosser ensemble. Mais bon, c'est peut-être mon petit côté naïf bisounours qui ouais, mais la différence, moi, je trouve que dans ces franchises, ça marche pas la relation homme-homme parce qu'il y a trop de gens autour, en fait. Entre les assistants, les agents, les GM, les agents, même le président qui s'en mêle. Je veux dire, ça fonctionne pas comme dans un petit club de foot où c'est une relation entraîneur-joueur. Il y a tellement de paramètres humains. Je suis même pas sûr que bien s'entendre suffise ou se détester suffise. En fait, ils sont là, ils s'en branlent. En fait, il va écouter Kellen Moore à la limite, tu vois. Ouais. Moi, je reste quand même sceptique aussi sur la mentalité globale des joueurs et des jeunes joueurs qu'on a. Enfin,
que Fletcher Cox était le meilleur joueur de la defensive line dans la deuxième partie de saison dernière. Bon, c'est très bien pour lui. Ça lui permet de partir sur une bonne note. Mais c'était quand même inquiétant pour le reste de l'équipe. Là, notre meilleur defensive lineman depuis le début de la saison, c'est Brandon Graham. Alors, Jalen Carter est incroyable la semaine dernière. Mais sur les 3 autres matchs, il est moyen. Alors, souvent double-teamé et tout, c'est pas de sa faute. Mais il va l'être, il faut qu'il se prépare, pardon. Hein, moi, je veux bien, hein, mais il va être double-teamé toute sa vie. Hein. Non, mais je suis d'accord. Et donc là, le problème, c'est que finalement, c'est qui les joueurs qui répondent sur le terrain et pas en dehors, hein. C'est Quinion Mitchell, notre rookie. C'est Reed Blankenship. C'est Malaita. Enfin, il y a un moment, ils sont où les leaders? Mais change de leader. Par contre, moi, plutôt que de changer de coach, et je peux me permettre la transition, plutôt que de changer de coach, je changerai de leader dans un premier temps. Vraiment, moi, après le bail, je donne la main à nos rookies talentueux, nos deuxième année. Et après, si les autres veulent rejouer, il faudra se bouger le cul. Moi, j'ai aucun problème avec ça, par contre. Et par contre, moi, je sais plus qui l'a proposé sur Twitter, peut-être Loïc, dans notre conversation. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est qu'il y a un moment, prochain match, premier drive, Pat Gardner-Johnson. Ils reviennent au deuxième drive, hein. Mais symboliquement, personne n'est au-dessus de l'équipe. Pat Gardner-Johnson. Ouais, tu vois, je reviens. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas ça alors qu'on aimait leur entertainment pendant toute la saison. L'année dernière, ça nous faisait déjà chier. Moi, là où j'aime pas le truc, c'est que ça, tu le fais l'année dernière. Comment, et on revient du coup, encore une fois, c'est comment tu fixes des règles un an après alors que tu as laissé passer pendant un an. Parce que l'année dernière, Slay, il fait que ça. Et donc, il laisse passer. Pourquoi du jour au lendemain, tu dis, ah bah tiens, aujourd'hui, je te suspends sur le premier drive. Sauf si ça vient de Vic Fangio. Non, si oui, de Fangio. C'est ma défense. Si Vic Fangio, il dit, c'est ma défense, dans ma défense, vous ne sortez pas ces conneries après ce qu'on soit pris. OK. Et donc, tu reviens. À ce moment-là, quel est le rôle de Sirianni si ce n'est pas à Sirianni de step up là-dessus? On est d'accord. Voilà. Après, c'est aussi le rôle d'Osman, Rosman, pardon, le rôle de Lurie. Enfin, c'est ce que je reviens à ce que je disais, c'est que c'est le rôle de tellement de gens puissants, parce qu'il y a toujours un mec plus puissant que toi jusqu'à ce qu'on arrive à Lurie, que en fait, il faudrait siffler la fin de la récré. Voilà, mais je suis pas sûr que ce soit Sirianni de la siffler. Voilà, ouais, Lurie, dans notre organisation. Et Lurie, c'est pas du genre à. Lurie, il va faire le bilan à la fin de la saison, mais il est rarement du genre à step up au milieu de la saison comme ça. Mais le truc, c'est que moi, ça me dérange pas que les mecs fassent des podcasts, se vannent, soient trash. Mais par contre, sur le terrain, fais 1 ou 2 interceptions de temps en temps, empêche une 3e et 15, te relève pas en disant c'est ma faute. Enfin, voilà, là, moi, c'est là où je vous rejoins à 200, c'est qu'à un moment, soit tu es le meilleur et tu joues et tu peux faire des à côté, soit si tu es au même niveau que le mec qui est derrière, bah, tu sors. Voilà. Et après, oui. Non, moi, il y a un dernier truc que je trouvais assez rigolo sur Twitter, c'est tout le monde dit Kellen Moore ne fait pas tourner une attaque à Kellen Moore depuis le début de la saison. Et donc, les gens ont dit c'est la faute de Sirianni qui met son nez dedans. Et il y a un mec qui a eu une réflexion pas bête. Il a dit et si Kellen Moore ne faisait pas son attaque de l'époque Dak Prescott parce que Jalen Hurts n'est pas capable de la faire. Tu vois. Et du coup, on en revient au serpent qui se mord la queue, mais je veux dire à quel point c'est le problème initial de à quel point c'est la faute des coachs, à quel point c'est la faute des joueurs. Ouais, alors moi je veux bien, mais alors c'est pas idiot comme réflexion parce qu'on a le droit de se la poser, mais en même temps, puisque tu dis que c'est sur X et que tout le monde en a parlé, tu parles d'un mec qui a fini 2e dans la race du MVP à un moment qui est Jalen Hurts, donc c'est que c'est quand même pas un mauvais. Des gars sont payés pour l'évaluer. Oui, dans une attaque double menace. À ce moment-là, c'est une faute d'organisation. Tu vois, tu peux aussi dire, justement, peut-être que si Kellen Moore ne fait pas une 100% Kellen Moore, c'est aussi parce que Jalen Hurts ou pas, ça fait que 4 semaines de saison régulière qu'il est là. Et donc, s'il doit implémenter les choses, il ne peut pas tout implémenter ou l'équipe ne le suit pas sur tout ce qu'il implémente. Et peut-être que Sirianni, et là, je dis un bon truc pour Sirianni, a dit ne fous pas le bordel dans toute l'équipe et n'arrive pas avec un super système. Et on essaie de mixer nos 2 trucs, ce qui dans l'absolu, enfin je veux dire, il n'a pas fait que des merdes, Sirianni, dans le passé. Donc, je veux dire, on a un head coach offensif. Enfin, moi, ça me choque pas. Là, du coup, je vais dans le sens contraire.
ça ne me choque pas que Kellen Moore et Sirianni bossent ensemble. Je veux dire, Sirianni est un coach offensif. Kellen Moore doit avoir la main, mais après, tu as deux cerveaux, ils sont censés bosser ensemble. Quoi. Après, il y a un autre truc, c'est que. Pardon, vas-y, François, vas-y. Non, vas-y, parce que j'avais passé sur un autre truc. Moi, le truc, c'est que je comprends qu'on soit sous le coup de l'émotion, voilà, après la branlée de ce week-end et qu'on parle des défaillances, mais en vrai, moi, j'ai adoré la victoire contre les Saints. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Je sais que je dois être seul. Je trouve que c'est une de nos meilleures victoires depuis qu'on a ce podcast. Je ne sais pas comment vous dire. J'étais hyper confiant après 0 points dans le troisième quart-temps. J'étais fasciné par notre défense alors qu'en face, ils avaient mis 90 points. Donc, c'est quand même pas des pipes. Donc, je me dis qu'avec du temps et bordel, moi, je suis dans une émission qui débriefe tous les soirs. Et donc, on dresse des bilans à la première, deuxième, troisième, cinquième, 10e, 15e, 25e, 38e journée. Et à un moment des bilans, c'est difficile. Je me dis quand même que des équipes qui ont commencé à 2-2, il y en a qui sont à le Super Bowl, même celles qui étaient à 0, comme les Bengals. Les Chiefs ont eu du mal, ils y sont allés. Vraiment, moi, je vais vous dire pourquoi je reste quand même optimiste et je pense qu'il y a quand même de quoi faire. C'est que j'avais beaucoup aimé le match contre les Packers, notamment en attaque. Et tout le monde avait dit « Waouh, on voit déjà Kellen Moore ». Et je ne peux pas croire que ce qu'on a entrevu puisse disparaître. Quelle est la chose qui a disparu depuis? Les Brésiliennes. C'est le meilleur. Les Brésiliennes dans le vestiaire. C'est le deuxième ou troisième meilleur receveur de la ligue qui n'est plus là. Et bien, mine de rien. Parce que même l'interception de Hurts contre les Saints, si c'est AJ Brown, il n'y a pas interception. Et Dieu sait que j'adore Devonta Smith. Donc, en fait, ces gars-là sont programmés pour jouer ensemble. Et contre les Packers en attaque, c'était beau. Contre les Saints en défense, c'était beau. Et ben, je ne m'interdis pas de croire vraiment, et je suis sérieux, c'est pas de l'optimisme pour faire de l'optimisme, qu'on arrive au fil de la saison, point par point, match après match, à trouver un équilibre entre ce qu'on a vu en attaque contre les Packers et en défense contre les Saints. Et sincèrement, 2-2 alors que ça devrait être un 3-1. Je sais bien que Victor, tu te dis ça aurait pu être un 0-4. Oui, mais si ma sœur en avait, ce serait mon frère. S'il n'y a pas l'enchaînement de 5 erreurs invraisemblables contre les Falcons, c'est gagné. Donc pour moi, on est plutôt à 3-1 sans nos meilleurs joueurs. Donc voilà, mais on peut être à 3-1, à 0-4, à ce que tu veux, c'est la NFL. Non, pas à 0. Je vais aller. Allez, pour une fois, je vais aller dans le sens de Greg sur le côté. Merci François, d'avoir pitié. Notamment sur la défense. Pourquoi, au final, j'ai de l'optimisme sur la défense? C'est parce que contre les Saints, on avait vu une grosse défense. Et je me dis qu'avec un bye, Vic Fangio, il est capable de prendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, d'avoir le temps de coacher, d'avoir le temps de reprendre. Et de revenir. En plus, on a quand même Mitchell qui, ça y est, c'est un cornerback titulaire, starter, comme on l'espérait, et Maddox qui doit virer. Je ne sais pas ce qu'il doit faire, mais on a quand même Dejin, il a 2 semaines pour monter et pour être titulaire en nickel. Ouais. Parce que si Dejin ne prend pas la place de Maddox, on a un problème de Dejin. Voilà, j'allais dire là. Là on est bien d'accord parce que Maddox, on l'aime de ce qu'il a apporté. Ça a été longtemps un fighter. Rigolo, pote de Goddard, tout ça super. Non, mais qui avait des défaillances à l'époque, mais comme il se battait comme un chien de la casse, ça, dans le slot, pas plus. Passé, oui, mais c'est passé quelques années. Mais là, c'est plus possible. Là, il est cramé de cramer. Mais la pénalité qu'il provoque, c'est sur une 3e et longue, non? Attends, nous avons un invité spécial. Attends. Normalement, on a Loïc qui arrive. Mais non. Il va nous dire tout ce qui se passe. Loïc, viens nous sauver. Allez, bonjour, virez tout le monde et ça ira mieux. Ah, merci Loïc. Pour dire ça, merci Loïc, t'étais bien. De rien. T'as oublié le. Bonjour, au revoir. Allez, tout le monde est viré. Salut, à l'année prochaine. Eh ben merci Loïc. Merci Loïc. T'as oublié le Go Cowboys. Ouais, faut pas pousser non plus. Hein. On a été coupé par El Grando Loïc. Mais on était en train de dire du mal de Maddox. Mais on était en train de dire que Maddox était cramé. Mais il a encore un emploi, lui. Eh oui, pour l'instant, il y a encore un emploi. Mais moi, par contre, pour revenir sur la défense, et après, je vais laisser Loïc. Je vais juste conclure ce chapitre et je vais laisser Loïc participer. Mais pour le coup, sur la défense, on a eu un bon match sur 4, quoi. Et moi, je suis pas rassuré. Et quand je vois que quand ils sont capables de sortir les doigts du cul, ils font un match comme les Saints, mais que 3 semaines sur 4, ils n'ont pas envie, je vais implorer le grand philosophe Laurent Sierra
qui disait « D'un dauphin, t'en fais pas un requin ». Et j'ai l'impression qu'on a une défense de dauphin et qu'on a beaucoup de mecs qui ne se bougent pas le cul. Et encore une fois, par contre, j'exclus de ça Blankenship, j'exclus de ça Graham, qui jusqu'à la fin de sa vie sera irréprochable, et j'exclus de ça Quinion Mitchell, le rookie qui bouge à mort. Loïc, puisqu'on on va te donner la primeur, je te fais un petit résumé. Sirianni viré, on a un pour, un contre et une abstention. Sur l'attaque, on va dire, des doutes, mais les retours peuvent peut-être aider. Sur la défense, on a des doutes aussi. Est-ce que Sirianni doit dégager, Loïc? Je pense que oui, malheureusement. Je pense que de toute façon, on voit bien qu'avec Hurts, ça passe pas. Je sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais moi, en fait, je dégagerais Sirianni. L'attaque, tu la laisses totalement à Moore. Parce que vu les commentaires de Barclay, tu as l'impression que en fait, Sirianni a encore beaucoup son mot à dire sur l'attaque. Commentaire de Barclay, on n'a pas la source. Hein. Moi, je me méfie, mais bon. Ah, ok. Je pensais que c'était acté. Sans source, on a dit qu'on n'y allait pas. Non, moi, je dégagerais Sirianni et je mettrais la pression sur Hurts jusqu'à la fin de l'année. Hein. Parce que Hurts ne fait que régresser depuis le Super Bowl. Donc, à un moment donné, on a l'impression d'être dans le cycle Carson Wentz. Donc, faut des réponses d'ici la fin de l'année, quoi. Donc, je sais pas. Mais je pense que là-dessus, en tout cas, que la solution soit ou non de virer Sirianni, la régression de Hurts, on est à peu près tous d'accord. Il va falloir une prise de conscience. Comme a dit Greg, il ne sera jamais un quarterback parfait. Hein. Ça ne sera jamais le Mahomes des grandes années, ou ça sera probablement jamais un CJ Stroud ou un Josh Allen. Mais il a des forces qui sont des vraies forces. Et il faut juste qu'il les retrouve. Il doit être top 10 tous les ans, point barre. Il doit retrouver ses forces et évidemment limiter les erreurs. Ça, c'est une évidence parce que j'insiste sur cette stat que j'ai donnée en début de podcast, mais 10 matchs d'affilée où on perd la bataille des turnovers, tu ne gagnes pas un match de football quand tu perds la bataille des turnovers 10 matchs de suite. Et ça concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Le plus fou, c'est qu'au début du règne Sirianni, quand ça a commencé à prendre, au début de Hurts, on était exceptionnel. On était la meilleure équipe. On était la meilleure équipe en nombre de peu d'interceptions, de turnover. Il disait, c'était affiché dans les vestiaires, hein, arrêtez-moi si j'ai une connerie, pas de perte de balles, concentrez-vous. Mais où est passée cette putain de discipline? Et au début de la saison 2023, je crois qu'au bout de 8 matchs, il y a genre que les Cowboys dans les années 70 qui avaient fait aussi bien. Enfin, on était sur un plus haut historique. Donc moi, j'ai peur que les mecs s'enflamment et se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Cette année, Jalen Hurts, pendant la pré-saison, attend le dernier jour de pré-saison pour faire sa première interception et on loue Jalen Hurts qui a compris le schéma de Kellen Moore, qui fait attention et qui comprend l'importance de l'absence de perte de balle. Putain, c'est passé où quoi? En 2 semaines, on a perdu une fois de plus, il n'y a que 4 matchs. Je sais, virer, fire tout le monde, les suiveurs, tout ça. Il n'y a que 4 matchs. Voilà, moi je le redis pour pas que dans 3 podcasts, on soit ridicule. Non, mais là où il n'y a pas que 4 matchs, et je nous souhaite d'être ridicule, là où il n'y a pas que 4 matchs, c'est que en fait, c'est quand même la tendance de la fin de saison dernière. Et en fait, on a une continuité. C'est pas 4 matchs, t'en as 12. La dernière fois qu'il n'y a pas eu d'interception, Loïc et moi, on était dans le stade. Voilà. C'est vrai. Le mec en profite pour flex comme une salope. Non, mais attends, il nous balance ça dans la gueule. Il m'a piqué ma ligne, quoi. Non, mais il me remplace. Incroyable. Il pique mes lignes. Non, mais j'hallucine. Incroyable. Par contre, là, je ne vais pas être là, je l'avais. Non, mais par contre, il y a un dernier point, je pense qu'il faut aborder parce que, évidemment, là, pour l'instant, on ne va pas faire de preview, c'est à bye week, je l'ai dit. Mais les 4 prochains matchs, messieurs, c'est Browns, Giants, Bengals, Jaguars. 3 victoires minimum. Sachant qu'après, par contre, ça se complique vu qu'on a Cowboys, Commanders et on voit que les Commanders, ça va pas être aussi facile qu'on l'avait pensé. Hein, non, mais ça va. Mais ça n'a jamais facile, même quand ils étaient nuls l'an dernier. C'est vrai que les Commanders. On est heureux de sortir vivant du terrain. C'est vrai que c'est jamais facile. Vous voulez que je vous annonce le prochain match où Hurts fait pas de turnover? Vas-y. Contre les Bengals. Non, mais non. Parce qu'il va être dans le stade, il n'est pas possible.
Mais pour le coup, Browns, Giants, Bengals, Jaguars, Loïc, là on est 3 victoires. Hein. On est sur le moment décisif de la saison parce que on sort de là, on est à 5-3. Moi, j'ai envie de te dire, tout va bien. On sort de là, on est à 3-5. La saison, elle est presque finie. Non, mais pas 3-5. Ben, à ce moment-là, tu vers tout le monde. Tu es à 4-4 déjà, c'est pas bon. Mais pas 3-5. Si tu es à 3-5 là, moi, je viens même plus jamais. Je m'intéresse plus à ça. Je vais faire du curling. Qu'est-ce que tu racontes 3-5 contre les Browns et les Jacks? T'es fou ou quoi? 4-4, tu dis envers tout le monde? 4-4, je dis envers tout le monde. Vraiment. Noté. Et on rappelle évidemment qu'il faut aussi qu'on gagne parce que la semaine prochaine, on affronte l'agresseur sexuel en série. Ouais, dans 2 semaines, on affronte l'agresseur sexuel en série à qui on a donné 230 millions. L'occasion de vous rappeler que vos idoles telles que Derrick Rose, Kobe Bryant ou Karl Malone ne sont pas les idoles que vous pensez. Calme. Sachant que le pire d'entre tous est sûrement Karl Malone. Mais ça, c'est un autre débat. C'est le moment où Victor a décidé d'être désagréable et de tout mélanger et de parler en étant procureur. Loïc, il t'avait posé une question. C'est le moment décisif. Vas-y. Oui, c'est le moment décisif. Il faut que tu profites du calendrier et puis il faut que tu remettes en place des choses. Moi, je pense que déjà, il faudrait expliquer à Hurts que si au bout d'un certain temps, il n'a pas pris une décision sur lancer ou courir, il met le ballon d'Hurts. Son problème, c'est qu'en fait, à force de vouloir compenser un peu tout, il garde trop longtemps le ballon, il met trop longtemps à prendre des décisions, en fait. Il faut qu'il prenne des décisions plus rapides. C'est parce qu'il est habitué à jouer avec des mecs qui sont capables de se démarquer un peu en last minute. Pour le coup, là, ces gars-là sont pas là. Tu lui reprochais de pas rester assez dans la poche. Moi, je trouve qu'il reste plus que jamais dans la poche et même trop. Et je reviens à ce que je disais, comme il est devenu lent ou trop musclé, il n'arrive plus à se faufiler entre les défenseurs. Enfin, Greg, c'est toi qui parlais du premier play du match. Barclay qui se démarque. Barclay, il était démarqué. Hein. Ça doit être touchdown. Aucun problème, je le dis. Pas de souci. Tu peux rater un ou deux. Et même sur le fumble, moi, je vois des mecs commencer à dire c'est pas la faute de Hurts. Écoute, tu viens d'éviter le défenseur. Tu sais qu'il est dans ton dos. Tu as littéralement la mer rouge qui s'est ouverte devant toi. Ted Moïse, c'est la mer rouge que Moïsio? Moi, je sais pas. Oui. Ouais, on est d'accord. Donc, tu as littéralement la mer rouge qui s'est ouverte. Tu as 15 yards pour courir. Il n'y a personne. C'est devant tes yeux. À quel moment tu choisis de lancer la balle? C'est là où ça m'inquiète, c'est que physiquement, il est devenu tellement lent qu'il ne va plus prendre cette course. Il a tellement peur d'être blessé en se disant maintenant je vaux 250 millions. Il n'y va plus. Je ne sais pas si c'est le syndrome Wentz qui était après une blessure, mais moi, cette action-là, c'est la seule chose vraiment grave sur Hurts que je relève. Voilà. Et qui me fait douter un tout petit peu alors que je n'ai jamais douté. Parce que là, bordel, c'est la seule décision viable quand tu es un quarterback élite. Ouais. Et non, mais après, il faudra voir aussi les retours de blessures, parce que quand tu joues avec AJ Brown et Devonta Smith et Lane Johnson, c'est pas la même chose. Hein. C'est toi qui avais dit un match sans Lane Johnson, c'est l'enfer. Hein. Mais oui, je vous l'avais dit avant le match. Hein. Vous avez dit que c'était quoi en donnant le pronostic déjà? Je me souviens plus. Alors, je vais vous dire. Oui, tu as gagné les pronostics, ouais, c'est ça. Mais par contre, gagné comme une petite salope. Je vais vous dire pour avoir revu ce match 2 fois. Je pense que le poste de tackle droit, ça a été le meilleur joueur de la ligne offensive de ce match. C'est pour dire. Il concède 9 pressions quand même. Hein. On va pas être méchant avec lui. Il concède 9 pressions parce que à chaque action, ils en mettent un deuxième de son côté. À chaque action. Il a fait ce qu'il a pu, alors que je suis désolé, mais un Dickerson qui est d'habitude irréprochable, tu te demandais si je sais pas, il était invité à une soirée en Floride, il voulait y aller rapidement, mais après, Dickerson, il est touché, hein, il est blessé au poignet. Bien sûr, il est blessé. Ouais. Bien sûr, il est blessé. Et le problème, c'est que Hurts, pour le coup, parce qu'on finit sur Hurts, franchement, et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est horrible. On est incapable de les contenir. Cette équipe-là est notre bête noire, de toute façon déjà de base, et on est incapable de les contenir. C'est-à-dire, ça vient, et en plus, le pire, c'est qu'il est souvent meilleur sous pression en plus. C'est ça que je regrette, moi. Le pire, c'est que ça a commencé à la finale de conférence, c'est 2002, 2003, où on perd contre eux, et depuis, tous les matchs importants de ce Buccaneers, c'est toujours de défaite.
Ah, on est C'est petite salope des Buccaneers. c'est hallucinant. Enfin, c'est littéralement, ils nous pissent dessus à chaque fois. Et Todd Et- Bowles, il pisse sur Jalen Hurts à chaque fois. Hein. Non, mais c'est assez impressionnant. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Merci, Loïc, de nous avoir rejoints. Les gens pensaient peut-être que tu avais été viré. Que nenni. Ah ouais, bah écoute. Je me suis Non, dit, je mais- vais leur faire un petit coucou pour leur dire que de toute façon, il faut gérer tout le monde. Exactement. Maintenant que la division appartient à Jayden Daniels, nous n'avons plus qu'à retourner dans l'ombre, évidemment. Ouais, non, jusqu'à ce qu'ils s'explosent un genou sur non, un terrain de merde. je pense surtout qu'ils ont des Ça aussi, on l'a déjà vu, hein. limitations terribles dans l'effectif qui vont à un moment se faire sentir. Et oui, malheureusement pour lui, j'espère qu'il ne nous fera pas une Robert Griffin parce que Robert Griffin rookie, pour ceux qui l'ont connu, c'était les émotions. Hein. Ça a beau être un rival de division, je suis désolé, mais Robert Griffin rookie, c'était des émotions difficiles à contenir, on va dire. Merci Grégory, merci François, merci Loïc, merci à tous. On essaiera de vous faire une petite pastille preview sur le prochain match face au Browns. Attendez, pardon. Je viens de recevoir une alerte extrêmement importante. Bravo D'accord. Victor, bravo François, bravo Loïc. Nous avons enregistré le podcast avec le plus de grossièreté dedans depuis Ah oui. l'existence de ce podcast. Évidemment. Et pourtant, on a été sage. Hein. Non, mais J'aurais ça préféré arriver dès va. le début alors. Moi, c'est pour ça que j'aime bien ces podcasts-là, tu vois. Contrairement à TDA, je peux traiter les gens de salopes et personne ne s'offusque, tu vois. Voilà. Faites attention en Formule 1, maintenant, ils mettent des travaux d'intérêt. Ah oui, c'est vrai. Podcast, Ah ils oui. vont mettre des travaux d'intérêt aussi. Hein. Écoute, peut-être, mais en tout cas, merci à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la petite pastille preview. Merci à tous. Salut. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.